bonjour chez vous. Ce numéro de votre émission Angle de vue vous emmènera en Guinée-Conakry à travers crise politique et sociale, mais aussi en Côte d'Ivoire où il sera question de s'intéresser à la restructuration pour diminuer ses effectifs pléthoriques dans l'armée. Victime du régime de Sékou Touré en 1970 et condamné à mort par contumace, l'ardent opposant et africain engagé fut contraint de s'exiler longtemps et ne revint au bercail qu'en 1991. Son calvaire n'est pas terminé car très vite il sera pris en charge par Lansana Conté qui l'emprisonne durant des mois. L'homme s'en sortira grandi par son élection à la tête de la Guinée en 2010. Et l'homme, justement, depuis un moment, n'est plus en odeur de sainteté avec son peuple. Ceci se traduit par des crises politiques et sociales qui s'enchaînent. Le 4 février, pour tenir des élections locales en Guinée, Alpha Condé a-t-il ainsi résolu tous les problèmes? L'opposition a-t-elle raison de craindre un troisième mandat du chef? Et donc, en deuxième partie de cette émission, nous parlerons restructuration pour diminuer les effectifs pléthoriques de l'armée en Côte d'Ivoire. Il sera ici question d'analyser l'opportunité de cette opération à 2 ans de la présidentielle. Quelles pourraient être les conséquences d'un tel acte sur la quiétude du pays? Tout ceci sera développé au cours de cette émission de 45 minutes, mais juste après ceci. Tout de suite, le premier sujet sur cette émission à aborder, eh bien, Guinée-Conakry, élection locale fixée au 4 février 2018, une solution à la crise. Pour en parler, 2 invités sur ce plateau, Bertrand Mengletor, journaliste et directeur de la télévision Carrefour. Bonjour. Bonjour Claire Stéphane. Deuxième invité sur ce plateau, Joseph Arihi, journaliste, directeur de publication du journal Humanité. Bonjour, bienvenue. Madame. Merci vraiment à vous de répondre à notre invitation. Alors, on plantait le décor tantôt. Élection locale en Guinée-Conakry fixée au 4 février 2018. C'est quoi votre appréciation, Bertrand Mengletor? Bon, je pense que c'est la promesse de l'aboutissement d'une situation qui perdure depuis 7 ans, parce que les élections municipales devraient avoir lieu depuis 2010. Ça n'a pas eu lieu parce que, enfin, pour des tas de raisons. Le pouvoir avait souvent évoqué des raisons budgétaires, mais il se fait que les tests de la Guinée prévoient que le mandat des élus locaux devrait être renouvelé tous les 5 ans. On va espérer que les prochaines élections, enfin, le corps électoral qui a été convoqué pour le 4 février prochain puisse effectivement aller voter. Mais je pense que c'est une situation qui permettra quand même à la Guinée de retrouver un peu de calme dans tout ce contexte un peu socio-politique, un peu agité. Je pense que ça va permettre un peu de calmer la tension. Les ardeurs, les colères et tout. Alors, Joseph Arihi, journaliste, directeur de publication du journal Humanité. Les élections locales en Guinée... L'Humanité, voilà. Merci pour la correction. Les élections locales en Guinée-Conakry devraient se tenir depuis février dernier. Cela a accusé du retard. Nous avons vu l'opposition marcher pour réclamer ces élections-là. Et bien, on peut dire qu'on devrait avoir satisfaction maintenant, non? Oui, logiquement, si on devait se tenir à la promesse faite par le corps électoral, on devrait se cantonner à cela et dire que les élections auront effectivement lieu. Mais reste à savoir si le chef de l'État, qui est la principale cause des remous sociaux en Guinée, et si le chef de l'État va abonder dans ce même sens que le corps électoral, ben, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous devons prier pour que la Guinée-Conakry retrouve son calme, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. C'est quand même Alpha Condé lui-même qui a parlé. Hein. Qui a parlé, effectivement, mais on connaît le chef d'État de nos jours. Ils disent quelque chose après, c'est le contraire. Vous avez suivi récemment, lors de la rencontre Macron, l'Union européenne et les pays africains, oui. Vous avez suivi le discours d'Alassane Dramane Ouattara sur RFI, qui à 3 reprises a dit on attend de voir, on attend de voir. Alors parce qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs des engagements qu'ils prennent. Exactement. Voilà. Alors, oui.
Si Vous voulez réagir? je peux me permettre de rebondir un Bien peu sûr, sur la question de Alassane Ouattara, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on lui posait la question de savoir s'il remplissait ou pas, alors que la constitution de la Côte d'Ivoire ne lui permet pas de remplir. Je pense que les présidents africains, et Alassane Ouattara et le président guinéen Alpha Condé également jouent un peu avec la presse qui essaye de jouer avec le feu. La constitution de la Guinée prévoit 2 mandats pour un président de la République. À l'heure où nous parlons, cette constitution n'a pas été modifiée. N'a pas changé. Il n'y a pas eu un projet de loi ou un projet de modification de la constitution guinéenne qui a été envoyé à l'Assemblée nationale de Guinée. Et je ne comprends pas pourquoi on lui pose cette question. Je pense qu'à sa place, je jouerais aussi un peu parce qu'on essaierait de jouer un peu avec ses nerfs. Moi, je pense que le président guinéen, fondamentalement, ne briguera pas un 3e mandat. Et il ira au bout de son mandat et il se retirera. Ben, je crois que, alors, Bertrand Megleton, je crois que cela pose un problème de confiance. Hein. C'est ce qu'on observe à l'approche de chaque élection en Afrique. On a comme l'impression que les populations n'ont pas confiance en la personne qu'elles-mêmes ont placée à la tête des pays. Donc, oui. ça, c'est un problème récurrent. Oui, il est clair que d'autres chefs d'État, avant ceux dont nous parlons actuellement, ont créé un précédent en essayant de se maintenir au pouvoir. On a vu un peu partout, que ce soit au Burkina, au Rwanda, en RDC, partout, oui. Enfin dans les 2 Congos d'ailleurs, au Tchad. Finalement, on ne fait pas confiance aux chefs d'État, mais me semble-t-il, dans le cas d'espèce de la Guinée, il n'y a pas encore de velléité de modification. Donc, selon vous, il faut attendre tranquillement. Moi, il faut faire confiance. Il faut dormir tranquillement jusqu'à la veille de la présidentielle pour voir si oui ou non. Ce n'est pas mon propos. Il faut faire la veille citoyenne, mais il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin, au risque d'agacer ceux qui sont au pouvoir. Il faut les laisser, il faut observer tout en maintenant la veille. Joseph Arisso, est-ce que vous êtes de son avis? Je ne suis pas du tout de son avis. On ne peut pas en vouloir. On l'avait dit tout à l'heure. Les chefs d'État africains, depuis les indépendances, sont habitués. L'intelligence africaine, surtout la classe politique de l'opposition africaine, à cette tentative-là de dire, ou à cet adage que vous voyez répéter en son temps, un chef d'État africain, sinon que le roi ne montre jamais son fauteuil à son prédécesseur. Et ce comportement a généré beaucoup de situations conflictuelles dans d'autres pays. Vous avez vu Eyadma. On vient, on dit, bon, je vais passer 40 ans au pouvoir, 45 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir. Regardez ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, quand vous le voyez visiblement, il est fatigué. Et le pouvoir, quand vous avez exercé le pouvoir, la chance d'exercer le pouvoir, 2 fois 4 ans, 2 fois 5 ans, si vous voulez véritablement travailler, vous êtes épuisé. Ce n'est pas pour rien que les Européens, je prends le cas des États-Unis, c'est 4 ans 2 fois. Vous avez vu 4 ans 2 fois ce qu'est devenu Barack Obama. Les cheveux grisonnants, il était fatigué. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de... Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes de fuseau horaire, c'est vrai. Il a oublié de gérer 2 zones américaines. Une qui dort, une autre qui est en éveil. C'est très épuisant, vous avez des dossiers à gérer. Mais cela s'entête. Et enfin, on se rend compte que après 10 ans de pouvoir, ils n'ont plus rien à donner. Zimbabwe. Vous avez vu ce qui s'est passé? En fin de compte, ceux-là qui posent ces questions, ces journalistes qui posent ces questions, s'attendent à nos réponses. Qu'est-ce qu'on oublie souvent, Bertrand Megleton? Oui, on oublie souvent des contre-exemples qui marchent pourtant. Angela Merkel va briguer, en tout cas, vient d'obtenir mandat pour briguer son 4e avec difficulté, mandat. Hein? Mais elle l'a obtenu, personne n'a trouvé ça anormal. Il y a, je ne sais pas, le président russe qui est là depuis très longtemps. Qui va rempiler. Et qui va rempiler. 4e mandat. Il gouverne bien son pays. Bon, c'est vous qui le dites, hein? Non, je pense... Vous n'êtes pas en Russie? Non, je l'affirme. Son pays est de plus en plus respecté par la communauté internationale. Bon, tout comme le Rwanda, vous me direz. Et pour moi, c'est une bonne chose. En Allemagne,
personne ne trouve que Angela Merkel a déjà trop duré au pouvoir. Même mais c'est vous qui le dites. Même si elle n'arrive pas, Claire Stéphane, même si elle n'arrive pas à former un gouvernement après avoir gagné les élections, parce que ses alliés ont été vampirisés par les liens qu'ils ont eus avec elle pendant toutes ces années-là, et n'arrivent pas à sortir de leur situation, mais elle s'accroche. Elle s'accroche alors que elle aurait pu convoquer de nouvelles élections et demander au peuple allemand de lui donner un mandat clair qui lui permette de continuer de gouverner. Mais elle ne le fait pas. Elle continue d'intriguer pour pouvoir former son gouvernement. Et ça ne gêne personne. Mais quand il s'agit de présidents africains, on trouve subitement que oui, il faut qu'il y ait de l'alternance au pouvoir, il faut que si, il faut que ça. Si la Constitution le dit, finalement, vous êtes de quel bord? Si la Constitution le dit qu'il faut de l'alternance, il faut respecter la Constitution. Non, je ne suis pas contre l'idée de favoriser l'alternance. Si c'est ce que... C'est un droit à l'alternance, c'est ça la démocratie. Si c'est ce que les tests prévoient, mais dites-moi, de vous à moi, est-ce que vous voyez ce qu'on appelle la communauté internationale soutenir un projet de constitution en Afrique qui ne prévoit pas l'alternance au pouvoir? Ça, c'est une question que je vous pose et j'attends que vous me répondiez. On va continuer. On va continuer en attendant. Mon confrère vient de souligner un problème qui est très important. Il y a le facteur culturel. En Afrique, chez nous, de tout temps, le roi a toujours passé toute sa vie au pouvoir. Même les cas où le roi a dû quitter le pouvoir, c'est que le conseil s'est réuni pour le démettre. Alors, on nous a importé la démocratie et on nous a recommandé qu'on est en démocratie que lorsqu'on change régulièrement de président. On n'a rien fait pour que nos institutions se renforcent, pour que même si le gars, il est là pendant tout son temps, que les institutions fonctionnent, rien ne se fait pour que nos institutions soient fortes et on focalise toute l'attention sur une personne et ça donne les résultats que vous voyez. D'accord. Bertrand Mengleton, quand vous me dites qu'on n'a pas forcément besoin d'alternance et que ce n'est pas ça forcément qui signifie la démocratie, ben, il suffit de faire le point, même si la personne reste au pouvoir, de faire le point pour voir est-ce que tout va bien? Est-ce que les droits fondamentaux sont respectés? Vous savez très bien qu'en Guinée-Conakry, de plus en plus, la presse est muselée. D'ailleurs, on menace. Vous savez qu'il y a des journalistes qui sont tabassés, il y a des journalistes qui sont enfermés. Les syndicalistes n'ont pas le droit à la manifestation. On ordonne aux organes de presse de ne pas les passer sur les antennes, sinon on ferme ces organes de presse. Est-ce que vous allez me dire que tout va bien, alors on peut laisser régner... Non, je n'ai jamais dit que tout allait bien. Bon. J'ai plaidé pour qu'on renforce les institutions. Parce que si nous, enfin, dans le contexte où les institutions sont fortes, un chef d'État, quel que soit le temps qu'il passe au pouvoir, ne pourra pas influencer négativement le progrès de son peuple. Est-ce que vous dites comme ça qu'au Togo, la situation qui se passe est bien, que fort qu'on le laisse continuer à régner? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que vous dites. Bon, je plaide pour le renforcement des institutions des États africains. D'accord. Mais alors, il y a le cas béninois quand même où les institutions fonctionnent. Non, les institutions ne fonctionnent pas. Les institutions béninoises ne fonctionnent pas. Nous savons tous que les institutions béninoises, la plupart des institutions sont fortement influencées par une institution qu'on appelle l'exécutif, qui est déterminant dans les choix qui se font au niveau de la plupart de nos institutions. C'est le président de la République qui nomme le président de la Cour constitutionnelle, qui nomme le président de la haute autorité. En tout cas, le président de toutes les institutions, sauf de l'Assemblée nationale. Mais ça n'empêche pas que ceux-là puissent défendre leur autonomie. On en a pour preuve. Soglo avait bel et bien envie de briguer un second mandat. Mais les institutions ne lui ont pas permis. Non, ce ne sont pas les institutions, ce sont les électeurs qui ont décidé qu'ils ne méritaient pas de continuer. Mais les institutions ont accompagné les électeurs. On va continuer ce débat sur la Guinée-Conakry qu'on est en train de laisser de côté. Alors, les élections locales donc prévues pour février prochain en Guinée-Conakry, pensez-vous que l'opposition peut en profiter pour se faire une aubaine? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si l'exécutif veut parler d'un langage sincère, l'opposition doit en profiter puisque l'opposition est à la conquête du pouvoir. C'est d'où Alain Diallo ne finance pas l'opposition, ne finance pas les électeurs, ne finance pas sa campagne pour accompagner
Alpha Condé, non, il veut aussi conquérir le pouvoir. Il a un programme de société, il a un projet de société qu'il veut mettre en application afin de gouverner lui aussi la Guinée, d'apporter un nouveau sang à la Guinée-Conakry, dont l'opposition a sa carte à jouer pleinement. Mais est-ce qu'on peut dire que cette opposition-là s'arrache cette opportunité-là? Parce que nous avons suivi un peu ces dernières semaines avec la crise sociale qu'il y a eu, les grèves perlées dans le secteur de l'éducation, les professeurs qui ont abandonné les salles de classe dans le public, bien sûr, durant des semaines, et les élèves qui ont manifesté pour réclamer le retour de leurs professeurs. On a même enregistré 2 morts dans le rang des élèves, des lycéens et autres. Donc, durant toute cette période, est-ce que vous avez entendu l'opposition guinéenne? On dirait qu'elle est silencieuse. Il ne s'agissait pas d'un problème politique. Justement, non. Mais la crise sociale, je vous assure, la crise sociale a à voir avec la politique. Si votre population, si le peuple ne se porte pas bien, comment vous voulez faire la politique avec qui après? Non, je ne suis pas dans la peau des opposants. Vous croyez qu'il faut départir la crise sociale? Je ne suis pas dans la peau des opposants guinéens, mais je pense que les opposants guinéens jouaient la prudence. Nous savons tous le contexte, je vais dire, sociopolitique en vigueur en Guinée. Et les opposants, me semble-t-il, n'ont pas voulu trop se mêler de cette affaire pour ne pas se griller. Parce que c'est des électeurs qu'on parle. Je parle de l'opposition, en tout cas des responsables de l'opposition, dont vous regrettiez l'apathie, en tout cas le silence par rapport à cette crise sociale-là. Je pense qu'ils jouaient la prudence, qu'ils ne voulaient pas trop se mêler d'une lutte syndicale pour ne pas fragiliser cette lutte-là, pour qu'on n'accuse pas les responsables syndicaux d'être plutôt manipulés par l'opposition. Je ne suis pas complètement certain de ce que je dis, mais je pense que il est bien possible que Cellou Diallo puisse avoir réfléchi dans ce sens. Parce qu'on le veuille ou pas, ce sont des électeurs ou de futurs électeurs qui étaient malmenés, hein, qui ont été tués également, si je prends le cas de ces lycéens. Joseph Ahi. Oui, vous savez, le contexte de la Guinée-Conakry est un contexte particulier. C'est un chef d'État, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a brimé, qu'on a molesté, qui est au pouvoir et qui pense que pour garder son fauteuil, il faut malmener l'opposition. Et qui parle d'opposition, parle d'électeurs. Ce n'est pas seulement les dirigeants de l'opposition. Ceux-là qui descendent dans les rues, ces élèves, ces syndicats. Mais attendez, il n'y a pas de grande différence entre les actions de l'opposition et les actions des syndicats en Guinée-Conakry. Non, c'est toute une confusion. Et l'opposition, Cellou Diallo, tient les syndicats comme un bras armé pour conquérir son pouvoir. Mais celui qui est au pouvoir, il a compris. Et c'est pourquoi il réagit de cette... La meilleure manière de gagner, eh bien, c'est d'attaquer. Il attaque. Et en attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Il tue des élèves. Il emprisonne des journalistes. Aujourd'hui, la liberté d'expression est gravement menacée en Guinée-Conakry. Et ce Alpha Condé est reçu avec pompe par des chefs d'État européens. Ça fait plusieurs fois déjà qu'il a été reçu par Macron. Mais est-ce que ceux-là ne savent pas que... Il est très applaudi par la jeunesse africaine parce qu'il est à la tête de l'Union africaine. Et pourtant, voilà quelqu'un qui a été malmené. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quelque part un instinct de conservation de la personne même, de la personnalité même qui est au pouvoir. Il ne veut pas lâcher, il reste là. Mais si l'opposition ne trouve pas autre moyen pour le faire partie, il restera là. Et ne soyons pas étonnés qu'il brille un 3e mandat. Parce que la question lui a été posée. Il n'a pas pu répondre de façon claire aux journalistes. Aux journalistes. Oui, c'est un devoir. C'est un devoir des chefs d'État de rassurer son peuple. C'est un devoir du chef de l'État de respecter nos constitutions, sa constitution. Moi j'aurais une question. Est-ce que ceux qui posent la question à Alpha Condé, est-ce qu'ils ont lu la constitution de Guinée? Parce que la constitution de Guinée a prévu que Alpha Condé ne peut pas, en tout cas jusqu'à la date où on lui posait la question. Ça, on le sait. On le sait. Mais est-ce que le journaliste qui lui posait la question le savait? Parce que c'est ça. Il ne peut pas poser la question comme ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans de l'hystérie constitutionnelle. La constitution de Guinée a prévu qu'un président ne fera pas plus de 2 mandats. Le président qui est en place est en train de terminer son 2e mandat.
Je ne sais pas pourquoi on lui pose la question. Bien. Donc, on patiente tranquillement jusqu'au jour où, jusqu'à la veille des élections, de l'élection présidentielle. Un chef d'État à 1 an des élections dans son pays. C'est une question provocatrice. Et je pense que on ne peut pas, excusez-moi d'utiliser peut-être un langage un peu familier sur un plateau de télévision, on ne peut pas continuer de se foutre de la gueule d'un président de la République comme ça. Les tests de son pays ont dit qu'il ne fera pas plus de 2 mandats. Il est en train de terminer son 2e mandat. Qu'on le laisse donc terminer son mandat. Bertrand a supposé qu'à quelques mois de la présidentielle, il se déclare encore candidat. On n'y est pas encore. Je suppose. Qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là, à quelques mois seulement? Les tests de Guinée n'ont pas prévu qu'il déclare sa candidature. Nous le savons. Mais nous savons également comment cela se déroule en Afrique. Oui, mais donc, c'est un procès en sorcellerie qu'on est en train de faire à un président régulièrement élu qui est en train d'exécuter son mandat. Moi, je ne crois pas que ce soit un procès. Nous avons plein de cas en Afrique et c'est pour éviter ce genre de situation de dernière minute qui provoque autant de morts dans nos pays que les journalistes ont l'obligation de poser ce genre de questions au chef d'État. Je vous donne le cas du Gabon, par exemple. Bongo savait qu'il faisait 2 mandats de 5 ans, il partait. Mais à 2 ans des élections, il a révisé la Constitution. Et cette fois-ci, c'est une élection ad vitam aeternam. Vous voyez? Et quand vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, quand vous avez suivi ce qui s'est passé au Gabon, avec autant de morts jusqu'à ce jour, je crois que l'opposition vient même de saisir la TPI pour ce dossier du Gabon. Est-ce que vous voulez que cette même situation se produise en Guinée-Conakry? Non, moi je pense que plutôt que Bertrand, s'il vous plaît, quand il répondait à cette question-là, s'il rempilait pour un autre mandat, il a répondu quelque part qu'il revient au peuple de décider. Qu'est-ce qu'on peut lire par là? Ça a toujours été le même langage. Est-ce qu'il est en train de dire par là qu'il serait question un jour de référendum pour étudier la question? Parce que c'est un peu ça, les propos qui sont sortis de sa bouche. En tout cas, on n'y est pas encore. Et je pense que l'opposition guinéenne aurait intérêt à s'organiser pour parer à toute éventualité. Mais pour moi, il est absolument inutile de harceler le président de ce genre de questions alors que son mandat court encore. D'accord. Alors, par rapport à l'opposition guinéenne, est-ce que vous la trouvez assez active? Non, je pense que l'opposition guinéenne est à l'image de toutes les oppositions africaines qui ont en commun le problème du cadre, je vais dire, juridique de l'exercice de leurs activités d'opposants. Nous savons tous que les opposants africains sont clochardisés, sont... Par qui? Non, par les lois qui sont en vigueur dans leur pays et qui font que qu'ils doivent raser les murs, ils doivent faire les couloirs, et donc chacun tire un peu le drap de son côté, chacun essaye de sauver ses petits avantages, et ça fait que généralement l'opposition n'est pas en mesure de s'organiser. Et l'opposition guinéenne n'échappe pas à cette règle-là. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Justement, on observe un peu le même problème dans la plupart des pays africains, une opposition divisée, une opposition pas forte. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Bon, il faut retenir de tout ceci que c'est une lutte, c'est un combat. Et celui qui est au pouvoir ne vous laissera pas lui arracher son fauteuil. Ce n'est pas aussi simple que ça. L'opposition a des difficultés en Afrique. Une opposition, ça se finance. Ça se finance. Nous avons un cas dans notre pays où celui-là, qui pendant longtemps s'est fait passer pour le chef de l'opposition, déclare au vu de tout le monde que désormais il ne pourra plus jamais faire de l'opposition. Donc ça se finance. Et ce n'est pas facile. Dans le cas de la Guinée-Conakry, il faut même féliciter Cellou Dalein Diallo. Parce qu'au-delà de ce que nous percevons et que nous pouvons constater comme une sorte de fatigue, d'émoussement de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, ces derniers temps, je crois, il a fait un certain nombre il a fait des visites dans la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Il a reçu des conseils de certains chefs d'État pour apporter de la calmie en Guinée-Conakry, parce que il y a 2, 3, 4 ans, c'était chaud en Guinée-Conakry. C'était très chaud.
Oui, ils n'ont pas baissé les bras, c'était des tueries. On en tuait dans leur rang, eux aussi ils en tuaient dans le rang des policiers, des militaires. Donc il faut avouer que je crois que c'est un repli stratégique de Cellou Diallo. On ne peut pas dire pour l'instant qu'ils sont fatigués. Non, c'est un repli stratégique et je crois que les Guinéens... Mais il ne faut pas oublier non plus d'où vient Cellou Diallo, qui était très proche de Lansana Conté, qui était l'homme le plus riche de Guinée parce que ayant profité de la manne du pouvoir, et donc le président actuel de Guinée, Alpha Condé, ne l'a pas oublié. Et donc cette guerre-là va se poursuivre. Je pense que c'est de bonne guerre qu'Alpha Condé essaye de fragiliser l'opposition parce que voilà, il les avait subis quand il était opposant lui-même. Il y a un cas de fragilisation très patente. Vous avez vu l'année dernière le retour de Dadis Camara en Guinée-Conakry. Oui. Son avion a été interdit de survoler le territoire ivoirien. Oui, donc... quelque part, on se demande Alpha... C'est une dialectique. Quelque part, on se demande Alpha Condé, avec tout ce qu'il a traversé par le passé, il a souffert énormément. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il est également à la tête de l'Union africaine. Il y a beaucoup de problèmes en Guinée-Conakry. Il est médiateur dans la crise au Togo également. Est-ce que c'est vraiment un exemple? Est-ce qu'il peut voir comment le torchon brûle dans son pays? Qu'est-ce qu'il peut apporter au Togo? On peut être mauvais président dans son pays, mais avoir de bons conseils pour un autre pays. Ah oui. C'est possible, oui, c'est bien possible. On a connu Mathieu Kérékou dans les années 80. Il était lapidé ici, et pourtant il était le médiateur dans la crise ivoirienne. Plusieurs fois, il est arrivé. Je crois qu'il a donné les meilleurs conseils en son temps à Gbagbo Laurent. C'est pas paradoxal, ça? Non, je ne pense pas que l'opposition togolaise soit disposée à écouter les conseils d'Alpha Condé, qui n'est pas un exemple chez lui. Parce que après qu'on ait défendu des questions de légalité, on n'occultera pas le fait que Alpha Condé est une terreur pour les libertés individuelles dans son pays et qu'en tant que tel, je ne vois pas vraiment les opposants togolais prêter une oreille attentive. Je ne le vois pas réussir. Bon, c'est quelqu'un qui sait surfer sur les vagues populistes. On a entendu ses discours panafricains, panafricanistes, pour flatter l'ego d'une jeune conscience africaine de plus en plus hostile à la France. Mais nous savons tous que c'est de la comédie qu'il joue et qu'il surfe, enfin, ce qu'il n'arrive pas à obtenir chez lui, il essaye de l'obtenir, cette légitimité qu'il n'arrive pas à obtenir chez lui, il essaye de l'obtenir à l'extérieur des frontières de son pays. Alors, avant de finir avec le premier sujet de notre émission, très rapidement, interdire aux organes de presse de relayer les déclarations de syndicalistes, eh bien, au risque de se voir interdire d'antenne. Comment est-ce que vous voyez ça? Non. Liberté d'expression gravement menacée. Gravement menacée. Liberté, c'est tuer la démocratie, en fait. Puisque l'un des piliers fondamentaux même de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Et dans un pays, on se réclame démocrate, qu'on a été l'icône de la démocratie en Afrique, qu'on décide d'embastiller la presse, c'est faire preuve d'un grand recul. L'Afrique aujourd'hui, les jeunes consciences aujourd'hui, comme le disait mon confrère, aujourd'hui ont dépassé ce niveau. Aujourd'hui, c'est des réseaux qui se forment pour affronter au plan international tout ce qui peut constituer obstacle à l'éveil en Afrique. Malheureusement, si des chefs d'État doivent se comporter comme ça, je crois que ce n'est pas un exemple à suivre. Surtout que ce soit Alpha Condé qui le dise, lui qui a été proclamé par Tiken Jah, Alpha Blondy, par tous les chanteurs africains,
sincèrement, c'est décevant. Voilà. Alors, nous allons continuer et attaquer la deuxième articulation de notre émission. Et pour ce faire, nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui pense à dégraisser l'armée parce qu'il y aurait trop de monde. Les effectifs seraient pléthoriques au sein de l'armée. Et première opération, 1 millier de militaires partent dans un plan de départ volontaire. Alors, Bertrand Mengleton. Vous avez parlé de départ volontaire. Ça veut dire que le gouvernement a proposé à des militaires d'aller à la retraite anticipée et ils ont dit oui. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Pour moi, il n'y a plus de débat. Maintenant, on peut s'interroger un peu sur les conditions dans lesquelles cette proposition-là a été faite aux militaires. Il s'avère qu'il y a, enfin, le quota d'officiers par rapport aux hommes de troupes, en tout cas dans l'armée ivoirienne, ce quota-là est un peu élevé et que de ce point de vue, il faille faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. Mais il faut voir un peu d'où vient la Côte d'Ivoire. Sur 23 000 hommes, 13 000 venaient ou viennent de l'ex-rébellion qui a soutenu l'actuel président. Et donc, on a dû les reverser dans l'armée. On a créé une pléthore au sein de l'armée. Et ça donne les résultats que ça donne aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aura des conséquences sur on la abordera sociale, les conséquences tout à l'heure. Ouais. Joseph Arihi, alors, il faut dégraisser l'armée. Mais d'où est parti le surpeuplement de cette armée-là? Qui a fait venir autant de monde dans l'armée? Sans même réfléchir, on donnerait la réponse à cette question. C'est Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons des preuves que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a alimenté la rébellion. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a choisi Guillaume Soro d'être le porte-parole de la conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a été le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny dans les années 93-94. Et Alassane était convaincu que s'il devait mener un combat démocratique, il n'aurait jamais le pouvoir en sa possession en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait-il utiliser l'armée en place, qui était déjà favorable à Henri Konan Bédié et à Gbagbo Laurent, ou alimenter nos rébellions? Le choix était tout juste fait. Et à côté, il y avait le Burkina Faso, qui avait déjà des relations, je dirais, filiales avec Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro a été vu. La preuve en est que la plupart des chefs de guerre ont été des gardes-corps d'Alassane Dramane Ouattara. Qu'on parle de Ouattao, qu'on parle de Chérif Soumane, qu'on parle de Thieu Fouzier, ils ont tous été les gardes-corps d'Alassane Ouattara entre 1993 et 1994. Ce sont les mêmes qui se sont repliés à Ouaga pour préparer la rébellion et venir prendre le pouvoir à Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, quand on parle de départ volonté des militaires, moi je ne crois pas. Ils iront, mais ils reviendront. N'oubliez pas la crise aujourd'hui qui oppose Guillaume Soro à Ahmed Bakayoko. C'est terrible. La guerre du Dauphinat a déjà commencé en Côte d'Ivoire. Depuis, oui, bien sûr. A déjà commencé en Côte d'Ivoire. Alassane a peur de cette situation. La preuve en est que il ne veut pas être clair sur son départ du pouvoir. Justement. Et d'ailleurs, il y a quelques jours encore, cela a créé des problèmes avec son intervention. Il y a le plan des classiques d'Alassane Dramane Ouattara qui est composé de l'actuel Premier ministre, Gon Coulibaly, l'un des premiers acteurs. C'est ceux-là qui ont subi tous les affres que leur ont fait subir Henri Konan Bédié. Il y a Ali Coulibaly, notre confrère, qui était le porte-parole à l'époque d'Alassane Dramane Ouattara. Donc la solution aujourd'hui, c'est de tout faire pour que tous les militaires proches à Guillaume Soro, proches de la rébellion, soient sortis des rangs de l'armée pour qu'on ait confiance. Parce qu'Alassane est conscient qu'aujourd'hui, il ne maîtrise pas l'armée. Le chef d'état-major, sinon, ceux-là qui dirigent aujourd'hui l'armée ivoirienne sont des très proches de Guillaume Soro. Et ce sont des gens qui ont souffert avec Guillaume Soro dans la clandestinité depuis les années 80. Mais que ce millier de militaires-là ait accepté tranquillement partir, est-ce que cela n'amène pas à se questionner également? Bon, on a dû leur faire des propositions. Ils ont dû obtenir des gages
pour pouvoir accepter de partir. Mais est-ce que c'est un départ sincère? On pourrait se poser la question, est-ce qu'ils sont récupérables par les adversaires non déclarés, je vais dire, d'Alassane Dramane Ouattara? C'est possible, parce que quand on observe le contexte politico-militaire de Côte d'Ivoire, il est fort à craindre qu'on revive les heures les plus sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dernièrement, des militaires seraient allés fouiller la maison d'un ex-ministre de Laurent Gbagbo. Nous avons appris que que le camp Gbagbo serait en train de se rapprocher du camp Soro qui aurait présenté des excuses aux Ivoiriens. À quel type d'Ivoiriens? Enfin, on ne le sait pas encore, mais il est possible que la poudrière ivoirienne explose. On ne le souhaite pas, mais il est possible que cette poudrière-là explose. Il y a les démobilisés qui réclament des avantages, qui n'ont pas encore, en tout cas une partie en a obtenu et l'autre qui n'a pas obtenu. Avec les mutineries qu'on a eues cette année, l'année dernière, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup au point où on se demande quel corollaire de ce, comment je vais l'appeler, de ce départ volontaire-là. Est-ce que c'est pas une bombe? Parce que à quoi s'attendre? On pourrait vraiment se faire des idées. Donc, il a dit clairement, il a sorti un mot qui me plaît beaucoup. La Côte d'Ivoire, c'est une poudrière dans quelques mois, dans quelques années. Juste à l'approche des élections, déjà, on constatera les faits. Parce que ceux-là qui sont en train de se... Les élections, c'est déjà là. Regardez, regardez les mutins, les différents feuilletons que les mutins nous ont présentés. On réclame quelque chose, le chef de l'État, Alassane Dramane, donne, et puis le lendemain dit non, c'est peu. Voilà, justement. De garnison en garnison, on a manipulé le chef de l'État, un chef d'État qui a été humilié. Il était à l'étranger quand la première mutinerie est tombée. Il a eu très honte, il a exprimé cela en direct à l'aéroport. Donc c'est pour vous dire que cette décision-là cache beaucoup de choses. Il y a des zones d'ombre que nous ne maîtrisons pas encore. Et quelles sont les potentielles craintes déjà qu'on peut avoir par rapport à ça, à ce développement-là? Que les partis volontaires puissent être récupérés par le camp qui s'oppose aujourd'hui, en tout cas militairement. Je n'oserais pas le dire parce qu'officiellement, Guillaume Soro serait toujours avec le président Alassane. Mais nous savons très bien qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté. Ouattara, je n'oserais pas dire que Guillaume Soro serait en train de préparer une autre rébellion. Je n'en ai pas la preuve. Donc on est juste dans les suppositions, dans les hypothèses. Il est possible qu'un groupe armé qui serait en train de se former puisse récupérer ces gens-là. Et pourquoi pas les démobiliser qui attendent toujours d'obtenir leur part du gâteau. Donc, je le répète, c'est une poudrière qui risque d'exploser dans quelques mois, dans quelques années. Parce qu'on parle de 1000, c'est quand même important hein, que 1000 du coup partent comme ça. Pour descendre sur Abidjan, Guillaume Soro a eu besoin seulement de 200 personnes. 200. Aujourd'hui, il en a 1000. Enfin, pour le moment, on peut le dire. Non, on ne peut pas dire que les 1000 là sont partis. Pour le moment, ces 1000 d'office ne vont pas vers lui d'office. Mais si la situation arrivait à changer en Côte d'Ivoire, je vous assure que, vous savez, la rébellion ivoirienne a une histoire. Guillaume Soro a une histoire en Côte d'Ivoire. Alassane ne pouvait jamais prendre le pouvoir sans que Guillaume Soro ne soit son dauphin. Ça, c'est dans la mentalité collective et individuelle des Ivoiriens. On s'attend au départ d'Alassane que Guillaume arrive. Parce que Guillaume a réglé un problème fondamental en Côte d'Ivoire. La xénophobie, l'ethnocentrisme. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays cosmopolite. Et pendant longtemps, on a toujours traité... Ce sont les étrangers qui ont bâti la Côte d'Ivoire. On a toujours traité les étrangers. Et quand ils ont fini de maltraiter les étrangers, ils se sont retournés contre eux-mêmes. Parce que dans la populace ivoirienne, il y a des demi-ivoiriens. Il y a des gens qu'on a catalogués de demi-ivoiriens. C'est-à-dire les et, les ou, les ou, les cette histoire de que nous avons connue. Et autres, oui. Et c'est ça qui a suscité cet orgueil de Guillaume Soro avec certains de l'armée qui étaient brimés. La conséquence, Alassane en a profité et est venu au pouvoir. Donc on s'attend que après le pouvoir, qu'Alassane donne la main à Guillaume Soro
qui aussi a bien envie de diriger. Guillaume montre qu'il veut bien le pouvoir. Et comme Alassane est là, bon, il se cache derrière. Mais Guillaume n'accepte jamais avoir une concurrence avec Ahmed Bakayoko. Ça date de très longtemps. Or, Ahmed, j'allais dire, le fils d'Alassane, c'est son produit, Ahmed. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait le Burkina Faso. D'avoir fait le Burkina Faso. Et le Burkina avec Ahmed Ouattara, Ahmed Bakayoko. J'ai eu cette chance-là de l'avoir connu. Il était le responsable de notre mouvement. Et c'est quelqu'un qui a le pouvoir dans le sang. Et quand ces deux-là vont se retrouver sur le terrain, n'oubliez pas qu'il est ministre de la Défense. Et que lui aussi est en train de... Un poste stratégique. Absolument. Absolument. Je trouve mon confrère très optimiste par rapport à la question identitaire en Côte d'Ivoire. Pour moi, cette question n'a pas été réglée. Cette question a été réglée par les armes. Et ce n'est pas par les armes qu'on règle ce genre de problème. Et donc, les ressentiments sont encore là. Ils ont été étouffés par les armes. Mais ils n'attendent que l'occasion pour s'exprimer de nouveau. Je sais qu'il y a des Ivoiriens du Sud qui ne digèrent toujours pas le fait que qu'Alassane Dramane Ouattara ait pu conquérir le pouvoir de cette façon. Absolument. Et qui n'attendent que l'occasion pour, excusez-moi le thème, leur régler leur compte. Oui, je crois, sur cette question, dans tous les pays, on a ce ressentiment-là. On fait ces constats dans tous les pays. Mais je crois que depuis qu'Alassane est au pouvoir, moi, j'ai toujours de la famille. Je pourrais même dire que je suis le seul de ma famille à résider au Bénin. Tout le monde est en Côte d'Ivoire. J'ai des échos. Je crois que il y a une forte accalmie, il y a un apaisement qu'on constate déjà sur le travail que fait sur le terrain Alassane Dramane Ouattara, et que pour rassembler les Ivoiriens autour de la chose commune. Est-ce qu'on peut parler de rassemblement tant que Gbagbo n'est pas rentré, tant que Gbagbo est à la CPI? Ça, c'est un problème qui demeure. Parce que là, la réconciliation... Le problème Gbagbo est un problème particulier. Le problème Gbagbo est un problème particulier pour la Côte d'Ivoire. Ça n'impacte pas, ça a déjà réglé un problème. Le problème de la xénophobie, le problème de l'ivoirité, ça l'a déjà réglé. Maintenant, il faut unir les Ivoiriens autour d'un point commun. On ne peut pas unir les Ivoiriens quand il y a un Est-ce que si Gbagbo vient, est-ce que si Gbagbo rentre au pays, est-ce que ces Ivoiriens vont se retrouver autour de la même table pour pouvoir discuter, tenir le même langage? Donc vous trouvez que la meilleure façon, c'est de le tenir à l'écart. Bertrand Megletor, c'est quoi votre avis sur le sujet? Pour moi, ce n'est pas tant le problème Gbagbo que la justice qui pose problème en Côte d'Ivoire. Parce que près de 7 ans, 8 ans après la résolution de la crise, en tout cas le dénouement de la crise, on assiste toujours à la justice des vainqueurs. Et ça frustre beaucoup en Côte d'Ivoire. On se comporte comme si il n'y avait que le camp Gbagbo qui a commis des atrocités ou des crimes en Côte d'Ivoire, alors que tout le monde sait que les rebelles, depuis 2002, ont fait beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire et ils ne sont pas touchés jusqu'à présent. Oui, ça c'est un problème crucial. Il y a un aspect qu'on oublie. Les faits qui ont conduit Gbagbo au tribunal à La Haye sont tous les faits qui ont été commis après les élections, après la proclamation des résultats. Sinon, avant la proclamation, avant les élections, on a vu, on sait. Justement, donc on attend que justice soit faite également de ce côté-là. Après, on s'est dit, on calme et on va aux élections. Mais après les élections, Gbagbo a refusé les résultats. Il a continué de tuer. Que la CPI... Donc c'est Gbagbo seul qui a continué de tuer. C'est là que le problème se pose. C'est que la CPI, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas réussi à prouver. Jusqu'à présent, la CPI n'a pas réussi à prouver que Gbagbo était le donneur d'ordre de ces exactions-là. On a fait venir des témoins qui étaient censés être des témoins à charge et qui finalement ont fait des témoins. Je ne sais pas si vous avez suivi comment on appelle, la déclaration de l'ancien chef d'état-major Philippe Mangou, oui, bien sûr. Et puis Detoneto. En tout cas,
En tout cas, Philippe Mangou n'a jamais affirmé que Gbagbo donnait. Était le donneur d'ordre, oui, ça c'est sûr. Jamais. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je comprends très bien, c'est un sujet vraiment passionnant. Ce sont des sujets vraiment qui donnent à vraiment commenter, à analyser et à voir vraiment les tenants et aboutissants pour les peuples africains. C'est des sujets vraiment cruciaux que nous avons discutés sur ce plateau et sans doute nous aurons d'autres occasions de revenir encore sur d'autres angles de ces sujets-là sur ce même plateau. Merci beaucoup à vous. Joseph Ahini, voilà, je rappelle, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Humanité. Voilà. Et voilà, face à vous, Bertrand Megletor, directeur, journaliste et directeur de la télévision Carrefour. Merci pour votre participation. TVC Bénin. Merci pour votre participation à cette émission. C'est la fin donc de votre émission, vous l'avez compris. Au revoir.